tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1, ce sera Sochaux. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! De l'animal royal, vous avez le sang bleu. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Allez, Sochaux! Allez, 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 Sochaux! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour refaire toute l'actualité sportive au plan international, national. Avec au programme ce soir, on va parler bien évidemment, on va faire comme d'habitude notre petit tour d'horizon des championnats étrangers. On reviendra bien évidemment sur la Coupe de France féminine, mais également chez les garçons avec le superbe parcours de cette équipe de l'ASM Belfort, toujours en lice et qui sera opposée au Stade Rennais. On en parlera tout à l'heure. On va revenir également sur ce qui s'est passé sur la 23e journée en Ligue 1. On reviendra également sur ce qui s'est passé en Ligue 2 et plus précisément pour le Football Club Sochaux Montbéliard. Défait ce week-end, une lourde défaite sur le score 4-0, mais on reviendra également sur ce qui s'est passé dans le contenu de cette rencontre contre le leader, le FC Lorient. On reviendra sur les matchs en retard qu'il y a eu ce week-end en National 2 et National 3. On reviendra également sur le handball car il y avait un match de Ligue Butagaz Énergie pour le SBF ce samedi du côté du Palais des Sports. Un match aussi amical pour le Grand Besançon de handball, c'était ce vendredi contre Strasbourg. Et également du basket avec le Bezac. Bon, je pense que j'ai fait le tour d'horizon. Bonsoir Fred, comment vas-tu ? Salut Fred, bonsoir à toutes et à tous. Attends, je vais couper un peu le générique. Voilà, on s'entend un petit peu mieux, même si on aime bien. Un petit peu en gardant la musique d'ambiance. Exactement, même si on aime ce générique, oui, il faut aussi le baisser de temps en temps, sinon on ne s'entend plus parler. Bon, de passer un beau week-end, Fred. Oui, de voir les matchs à la télévision, puisqu'il n'y avait Un pas de week-end, match. un week-end sportif alors. Devant la télé, parce que vu qu'il n'y avait pas trop de... Sportif devant la télé? Non, ça ne peut pas aller, c'est pas possible ça. Puisqu'il n'y avait pas de match à Besançon, de match de football à Besançon, c'était relâche. Donc. Oui, c'était le relâche, comme tu l'as dit. Mais ça reprend ce week-end, bien sûr. Exactement, c'était le relâche pour les championnats National 2 et National 3. En ce moment, c'est quasiment une semaine sur deux où il n'y a pas de match. Mais oui, car c'est la Coupe de France. Sauf en cas de match en retard ou autre. Quoi. C'est ça, c'était la Coupe de France. Mais avant la Coupe de France, on va faire comme on le fait d'habitude, notre tour d'horizon des championnats étrangers. Et je vous propose d'aller direction la Première Ligue avec la 25e journée au programme. Je vous donne tous les résultats. Leicester City et Chelsea se quittent sur un match nul, 2 buts partout avec un doublé de Rudiger. Liverpool explosé Southampton 4-0. Liverpool n'en finit plus de gagner et va sans doute terminer en tête de cette première ligue et devenir champion d'Angleterre. Bournemouth a battu Aston Villa 2-1. West Ham et Brighton se quittent sur un match nul, 3 buts partout. Newcastle et Norwich City 0 partout. Sheffield United est allé s'imposer du côté de Crystal Palace 1-0. Équipe surprise, Sheffield United qui est en 6e position pour le moment. Everton est allé battre Watford 3-2. Manchester United et Wolverhampton font match nul 0 partout.
Également ce dimanche, 2 rencontres au programme. Burnley-Arsenal se quitte sur un match nul 0 partout. Tottenham a battu Manchester City 2 buts à 0. Au classement, Liverpool en tête 73 points, suivi de Manchester City 51 points. Donc déjà 22 points d'écart entre les deux équipes. Autant dire que le championnat anglais est déjà fini en ce qui concerne le champion. Leicester City 3e avec 49 points. 4e Chelsea 41 points. 5e Tottenham 37 points. Et comme je vous le disais, Sheffield United qui est lui 6e 36 points. En bas de tableau, on retrouve 18e West Ham, 24 points, 19e Watford, 23 points et 20e Norwich City avec 18 points. Au classement des buteurs, Vardy est en tête, le buteur de Leicester City avec 17 buts, Agüero de Manchester City, 16 buts et Patrick Aubameyang, lui, en est à 14 buts du côté d'Arsenal. Prochaine journée, ce sera ce samedi 8 et dimanche 9 février pour la 26e journée en Première Ligue. On va s'intéresser cette fois-ci à l'Espagne, direction la Liga pour la 22e journée avec les résultats. Le FC Valence a battu Celta Vigo 1-0. Real Valladolid est allé battre le Real Mallorca 1-0. Le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid dans le derby madrilène. Grenade a battu l'Espagnol Barcelone 2-1. Ce dimanche, plusieurs rencontres avec Leganés qui a battu la Real Sociedad 2-1. Eibar et Betis Séville 1 but partout. Retafe est allé battre l'Athletic Bilbao 2-0 et le Villarreal a battu Osasuna 3-1. Le FC Séville et Alaves font match nul 1 but partout et le FC Barcelone a battu Levante 2-1 avec un doublé d'Ansuman Fati, 30e et 31e minute de jeu. En une minute, il a marqué un doublé. Au classement, on va regarder ce que ça donne. Le Real Madrid est en tête avec 49 points. C'est très serré avec le FC Barcelone qui est deuxième avec 46 points. Troisième, le FC Séville, 39 points. Quatrième, Retafe, 39. Et le cinquième et sixième, le FC Valence, 37 points. Et l'Atlético Madrid, 36 points. En bas de classement, on retrouve 18e, le Real Mallorca, 18 points. Le Celta Vigo est 19e avec 17 points. Et l'Espagnol Barcelone est toujours bon dernier avec 15 points. Au classement des buteurs, Lionel Messi, 14 buts. Karim Benzema de Real Madrid, 13 buts. Et Luis Suarez, FC Barcelone, on est à 11 buts. Prochaine journée, la 23e, les week-ends du 7, 8 et 9 février. On passe cette fois-ci direction le Calcio, c'est-à-dire l'Italie avec la 22e journée au programme. Toutes les rencontres, Sassuolo a battu l'AS Rome 4-2. Cagliari et Parme font match nul 2 buts partout. Bologne a battu Brescia 2-1. La Juventus Turin a battu la Fiorentina 3-0. La Lazio de Rome a scoré contre Spal Ferrara 5-1. Milan AC et Las Vérone se quittent sur un match nul 1 but partout. L'Atalanta Bergame et le Genoa font 2 buts partout. Lecce a battu le Torino 4-0. Et l'Inter de Milan est allé battre l'Udinese 2-0. Il restera une rencontre dans cette 22e journée. Ce sera ce lundi 3 février à 20h45. La Sampdoria de Gênes recevra Naples à partir, comme je vous l'ai dit, 20h45. Au classement, la Juventus Turin est en tête avec 54 points, mais attention, ça se rapproche derrière avec l'Inter de Milan qui en est à 51 points. Troisième, la Lazio de Rome, 49 points. Quatrième, l'Atalanta Bergame, 39 points. Cinquième et sixième, l'AS Rome, 39 points. Et le Milan AC, 32 points. En bas de classement, on retrouve en 18e position le Genoa avec 16 points. Brescia est 19e avec 15 points. Et Spal Ferrara, 20e avec 15 points également. Au classement des buteurs, Immobilier de la Lazio de Rome, on est à 25 buts. Deuxième, Cristiano Ronaldo, 19 buts. Et Lukaku de l'Inter Milan avec 16 buts. Direction la Bundesliga. C'était la 20e journée au programme avec une rencontre qui avait débuté ce vendredi 31 janvier. Pour lancer cette 20e journée, le Hertha Berlin recevait Schalke 04. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout. Le lendemain, à 15h30, ce samedi 1er février, le Borussia Dortmund, prochain adversaire en Ligue des Champions de l'équipe du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on sera du côté du Westfalen Stadium. Voilà, si je ne me suis pas trompé, ça doit être ça. On corrigera d'ailleurs, monsieur Frédéric Fitch va me le dire tout de suite, parce que je crois qu'il y a deux noms. Ça, c'est l'ancien nom, et je crois que maintenant, il y a du naming. Donc, il va me trouver cette information du naming. Le Borussia Dortmund, comme je disais, qui a battu l'Union Berlin 5-0, avec encore un doublé pour Erling Haaland, 18e, 76e minute de jeu. Voilà, le buteur du Borussia Dortmund est en forme. 7 matchs, 7 buts à chaque fois dans toutes les rencontres qu'il a disputées jusqu'à maintenant. Donc attention, le Paris Saint-Germain est prévenu. Il y avait aussi d'autres rencontres avec Augsbourg qui a battu le Werder de Brême 2-1. Hoffenheim qui a battu le Bayer Leverkusen 2-1. Le Bayern Munich est allé battre Mayence 3-1.
Fortuna Düsseldorf et l'Eintracht Francfort font match nul, un but partout. Le RB Leipzig face à Gladbach font match nul, 2 buts partout. Et ce dimanche, le FC Cologne a battu Fribourg 4-0, alors que Wolfsburg est allé battre Paderborn 4-2 pour clore cette 20e journée. En classement, on retrouve le Bayern Munich toujours en tête avec 42 points, mais suivi de très près par Leipzig, deuxième avec 41 points. Très serré, on retrouve Dortmund, troisième avec 39 points, quatrième Gladbach, 39 points, cinquième Leverkusen, 34 points, sixième Schalke 04 avec 34 points. En bas de classement, on retrouve 16e le Werder de Brême, 17 points. Le Fortuna Düsseldorf est 17e avec 16 points et 18e Paderborn avec 15 points également. Classement des buteurs, Lewandowski du Bayern Munich est en tête avec 22 buts. On a également Werner de Leipzig avec 20 buts et Sancho du Borussia Dortmund avec 12 buts pour le moment. Prochaine journée, là ce sera la 21e journée, elle aura lieu les vendredis 7, samedi 8 et dimanche 9 février. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Alors, est-ce que tu as trouvé cette info, Fred, sur le stade du Borussia Dortmund? Ah ben il n'a pas cherché. Oh, Non, j'ai pas compris la question, c'est pour ça. t'as pas compris la question? Mais non, pourtant la question a été simple parce que moi je parlais du Westfalen Stadium et à voir si je me suis pas trompé parce que je crois qu'il y a du naming. Il me semble qu'on avait parlé de ça l'autre jour avec Arthur, mais tu vas pouvoir me confirmer cette information. Westfalen, c'est un ancien nom. Déjà. Voilà, c'était l'ancien nom, mais maintenant il y a du naming et il doit y avoir un autre nom. Alors, par contre, remets bien ton micro non. s'il te plaît. Parle Ouais, bien en mais- face de ton oui, mais micro. moi, je l'ai dans la figure, Voilà. autrement aussi. Eh ben oui, il faut, c'est comme ça, un micro, il faut l'avoir face à soi, sinon on ne t'entend pas. Ah non, il n'y a Ça pas sera dommage. de naming, c'est le Signal Iduna Park Eh maintenant. ben si, c'est du naming. C'est du naming. donc- Naming, Oui, c'est du naming. Naming, ça veut dire que le stade est sponsorisé voilà, par une entreprise ou. c'est le marque de dentifrice, je pense, Signal. Je c'est sais pas, Signal. voilà, c'est une info que tu vas chercher. Une Oh, info bah non, que je tu vas chercher. ne suis pas un dictionnaire non plus. Mais si, tu as une encyclopédie, c'est pas pareil. Allez, tu vas Peut-être nous pas dans chercher tout, ça. hein, parce que moi, c'est trop compliqué. Parce Eh que ben, Iduna ou Signal, c'est pas compliqué, mais Bah, si Signal, tu je vas connais, trouver. c'est la marque de dentifrice. Après, c'est une marque de dentifrice, tout le monde connaît Signal comme. Tu connais Signal, mais est-ce que c'est vraiment ça? Eh Oh, bien, à toi de c'est ça. chercher maintenant. On va regarder un petit peu la Coupe de France. Vous savez qu'il y avait justement la Coupe de France ce week-end chez les filles, mais également chez les garçons. Mais ça, c'était le week-end dernier. Eh bien, justement, je vais vous donner quelques résultats chez les filles avec le dernier club en lice en Division 2 féminine. C'était le FC Arras. FC Arras qui, justement... s'est incliné du côté... Enfin, qui ne s'est pas incliné, non, qui sera au rendez-vous des quarts de finale. Si je les élimine déjà, les FC Arras, ils ne vont pas être contents. Non, ils seront au rendez-vous des quarts de finale car ils sont imposés 1-0 face au Grenoble Foot 38, qui évolue également en Division 2. L'OL a tenu son rang face à Thonon Évian Gaillard 2-0. Des buts de Marossan et Wendy Renard. Lille s'est fait surprendre sur sa pelouse par le Dijon FCO, qui évolue pas très loin de chez nous, 1-0. Le Paris Saint-Germain, oui, je crois que tu as trouvé... allez, on En fait, je interrompt. pensais que c'était le Signal. pensais que c'était les dentifrices, une marque toi. Non, en fait, c'est une société des services financiers. Ça n'a rien à voir avec le dentifrice. Ah, pourtant, Signal, tout le monde sait que Signal, c'est une marque de dentifrice. Ah oui, ça, mais... hein. Enfin, Non, en non, tout cas, ça n'a tous rien les à cas, Signal va être content parce que tu leur as fait une bonne publicité. Ouais, mais de toute façon. Donc c'est ça, c'était un groupe Qui est financier. basé à Dortmund et à Hambourg. Et surtout, c'est une société d'assurance. Eh ben c'est parfait, donc comme ça. Eh ben voilà, comme ça, on sait ce que c'est maintenant le naming du stade de Dortmund. Oui, je vous disais, on revient à la Coupe de France féminine avec Lille qui s'était fait éliminer par le DFCO 1-0. Rodez qui était venu jouer, qui avait éliminé Saint-Vit ici. On était présents d'ailleurs pour cette rencontre. Rodez qui s'est fait sortir par le Paris Saint-Germain 6-0. Dommage pour les filles de Saint-Vit, ça aurait été sympa, un petit match contre le Paris Saint-Germain, mais bon, on est sûr, certain que ça sera pour la saison prochaine. Mais il y a aussi les barrages d'accession en Ligue 2 pour Saint-Vit qui sont aussi très importants. Le Montpellier Hero Sporting Club, on va en reparler juste après chez les garçons, a battu le FC Metz 7-1 avec un triplé de Valérie Gauvin. Elles sont passées sans trembler, les Montpelliéraines.
Et puis Bordeaux a dû attendre la séance des tirs au but pour décrocher justement son billet face à Montauban qui est pensionnaire de D2, un partout à la fin du temps réglementaire et 4 tirs au but à 2. Et il n'y a pas eu de miracle pour le petit poussé de la compétition, le CA Paris qui évolue en Régional 1, sèchement battu par le Stade de Reims 8-0. Il y avait plusieurs, justement, toutes ces rencontres avec les résultats. On va vous donner justement, il y a les calendriers de cette édition de la Coupe de France. Et puis également, il y a le tirage au sort des quarts de finale. Alors, je vous donne les affiches qui auront lieu le samedi 15 février à 13h. On trouvera Montpellier face au Girondins de Bordeaux. À 14h30 le dimanche 16 février, Arras, qui évolue en D2, recevra le Paris Saint-Germain. Le 16 février également, à la même heure, d'ailleurs les rencontres auront lieu à la même heure, 14h30, l'En-Avant de Guingamp recevra le Stade de Reims. Et le Dijon FC Vaud recevra l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas très loin d'ici, donc si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours aller du côté du DFCO ce dimanche 16 février à partir de 14h30, vous verrez assurément une belle rencontre. On en a terminé avec la Coupe de France féminine. On va s'intéresser à la Coupe de France chez les garçons cette fois-ci avec les résultats des huitièmes de finale. Je vous donne tous les résultats. Dijon qui est allé battre Limonest 2-1 après prolongation. Rennes après prolongation est allé battre Angers 5-4. Monaco, Saint-Étienne qui s'impose 1-0. Le Paris Saint-Germain est allé s'imposer du côté de Pau 2-0. Épinal a battu Lille 2-1, Marseille a battu Strasbourg 3-1 et l'Olympique Lyonnais est allé battre Nice 2-1. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à Belfort. Belfort qui a tenu en échec Montpellier, 0 partout à la fin du temps réglementaire, 0 partout après les prolongations, même si Belfort a eu une grosse occasion qui a justement provoqué l'expulsion du gardien de Montpellier qui est sorti, pour justement aller à la rencontre de Thomas Régnier qui filait au but. Il a touché le ballon. Carton rouge distribué très logiquement par l'arbitre de cette rencontre. À la fin des 120 minutes, toujours 0 partout, on passe au tir au but. Et puis là, je vais vous laisser revivre un petit peu cette séance de tir au but avec le jeune Eddy Ellinger, le gardien de but de cette équipe de Belfort plutôt, qui a réussi l'arrêt parfait, une belle horizontale. Allez, on réécoute ça. Allez, on a envie de vibrer, on a envie de revivre ça. Et vous allez voir, c'était magnifique. Vous connaissez le frangin, bien entendu, de Damien. Lui aussi a fait une belle carrière professionnelle. Eddy Ellinger, le Talek. Oh, c'est gagné! Quel arrêt d'Ellinger! De 18 ans! Magnifique! Quel arrêt magnifique d'Ellinger! Une horizontale, main opposée. Oh là 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 là, parce que le penalty est bien tiré. Hein. Ça, c'est vraiment un arrêt du gardien. François. Oui. De match pour Maxime Loiseau. Balle de qualification. Belfort est à un tir au but des quarts de finale. On va le revoir. Oh, superbe arrêt. Vraiment magnifique. Et là. Ouf, il n'y a plus de ballon. Ça, c'est très embêtant. Il n'y a plus de ballon. Waouh. Il est où le ballon? Il arrive. Un gamin là qui est en train de courir. Il va essayer de faire une passe décisive. Il n'y aura pas de passe décisive. Il y a eu interception pour Dimitri Berthaud. Ça y est, le ballon est dans les mains de Maxime Loiseau. Lui aussi, il est tout jeune. Ah oui, on ne peut pas faire plus franc-comtois que Maxime, le natif de Montbéliard. Formé à Sochaux. Il n'a pas pu passer pro au très haut niveau. Maxime, il envoie Belfort au quart de finale de la Coupe de France. Belfort qui élimine le 4e de Ligue 1. Montpellier éliminé par un club de National 2 au bout de la nuit, au bout des tirs au but, alors que le terrain est envahi. Envahissement du terrain. Waouh, quel régal cette Coupe de France. Magnifique. Les Montpelliérains qui sont au milieu, qui sont en train de rentrer avec la sécurité qui se met autour. D'autres vont aller saluer leur club, mais la joie est franc-comtoise ce soir, François Clair. Mais quelle est belle cette Coupe de France. Magnifique qualification des Belfortins pour les quarts de finale quand même. Quel exploit, quel match, quelle soirée. Vraiment, on s'est régalé.
Oui, qu'elle est magnifique cette Coupe de France et c'était en tous les cas une superbe soirée du côté du stade Roger Serzian. Alors vous savez que le tirage au sort a eu lieu et puis on en reparlera juste après. On va écouter tout de suite les réactions de... Allez Fred, je te laisse, de Mamadou Magasuba. Magasuba, qui est un milieu de terrain qui est vraiment très très bon. D'ailleurs, je pense que Sochaux devrait peut-être regarder un petit peu du côté de Belfort car il y a d'excellents joueurs et également... Le deuxième, Sofiane. Ah, pardon. Oh là là, mais il dort, Fred, là. Il dort pas. Si, tu dors, là, ce soir. Sofiane. Bécouche. Bécouche, on les écoute tous les deux. C'était justement après cette rencontre. Et j'avais oublié de préciser également, on va écouter le capitaine Thomas Régnier, bien évidemment. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on est en direct ici même avec des conquérants, avec des hommes, des mercenaires. Ce sont des gladiateurs des temps modernes. On peut les féliciter. Et c'est qui les plus forcés? Alors, capitaine, les quarts de finale, on l'avait rêvé, vous l'avez fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On l'a pas rêvé, on y a cru. On y a cru. Attends, c'est pas un rêve, on y est. Donc maintenant, on veut du très gros. Marseille ou le PSG. Vous êtes d'accord, les gars? Et Lyon, bordel! Je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés ce soir. Ils nous ont encouragés, ils nous ont portés. Et on le dédie la victoire aux supporters. Merci. C'est qui les plus forts? Sofiane, alors, tes impressions après ce match exceptionnel, après quelque chose de vraiment... enfin, moi, ça me fait vibrer, je suis sans voix. Les quarts de finale, je sais pas si tu te rends compte. C'est quelque chose de magique. Les gladiateurs des temps modernes. Ça là, j'ai retenu. Elle est pas mal, ça là. Celle-là, elle devrait faire la une de l'Est de demain là. Non, franchement, c'est que du bonheur. On en parlait hier en allant manger avec Mamad. Que si on le faisait, c'était vraiment un truc de malade, un truc de fou. Et aujourd'hui, bah, c'est un rêve qui devient réel en fait. Mais Mamadou, t'y croyais alors? Forcément, on y croit, même s'il y avait un infime espoir. On y a cru et franchement, on a tout donné et notre vœu s'est réalisé. Et quand c'est que vous avez commencé à y croire? Vous avez senti ça à quel niveau? À quel niveau du match? À quel moment? Dès le début, ça s'est senti directement après la sieste. À la causerie, on a senti tout le monde était concerné, tout le monde à 200%. Et puis, ouais, non, ça s'est senti dès le début en fait. On est rentré sur le terrain, comme des vikings, des conquérants. Et aujourd'hui, bah, voilà, il est là le résultat. Voilà. Le résultat est là et vous n'avez jamais été aussi unique ces derniers temps. Il y a eu l'effet peut-être un peu Guadeloupe. J'ai l'impression que depuis que vous êtes revenu de la Guadeloupe, eh bien tout s'est transformé et aujourd'hui vous êtes vraiment une machine à gagner. On l'était avant, je pense, mais sauf qu'il n'y avait pas les résultats. Donc forcément, ça paraît comme une équipe qui paraît moins soudée, moins costaud. Mais là, vu qu'on gagne, forcément la victoire, ça rassemble et ça unit quoi. Ça unit bien évidemment les victoires, ça ressoude tout un groupe et en tout cas cette l'équipe de Belfort nous a fait vraiment plaisir sur cette rencontre et on va écouter l'entraîneur Anthony Accard qui était forcément très fier de ses joueurs à l'issue de cette rencontre. Intimité, parce que c'est vrai qu'on est ému. Moi j'ai du mal à trouver mes mots parce que là encore, une fois de plus, vous l'avez fait. Il y a qu'un mot à dire, c'est exceptionnel. Un vrai match de coupe encore une fois, différent des autres parce qu'en face de nous il y avait une Ligue 1. Quatrième du classement de Ligue 1. Quatrième de classement de Ligue 1, 5 victoires de suite. Qualification en coupe contre Caen, 5-0. Oui, après les matchs sont tous différents. Quatrième attaque en Ligue 1 je crois aussi. Sur 120 minutes on prend pas de but contre cette équipe. Il y a eu tout, il y a eu du talent, il y a eu de la solidarité, il y a eu de l'abnégation, il y a eu du cœur, c'était pas 11 mecs sur le terrain, c'était un seul homme face à une équipe. Et avec le public. Oui, ça faisait partie du seul homme.
Je peux être que fier des gars, je peux être que fier de tout ce qui s'est passé depuis ces derniers jours. Après, on peut revenir sur le match avec le plan de jeu qu'on a mis en place. C'est un peu notre marque de fabrique en ce moment où on arrive à être solidaire, à bien défendre ensemble et puis à la récupération à se projeter vite vers l'avant. On a eu du mal par moment parce qu'en face il y avait de l'intensité, il y avait de la qualité et on a fait le dos rond à certains moments. On a eu la réussite avec la barre, le poteau. On aurait pu aussi à la 90e le gagner parce que comme mon attaquant va tout seul au but et le gardien sauve son équipe en prenant le carton rouge. Voilà, c'est encore le charme de la Coupe de France. On est en quart de finale, c'est juste fabuleux et puis ça se voit peut-être pas sur mon visage, mais à l'intérieur de moi, je suis très très fier de tout le monde. Il est très fier de tout le monde, Anthony Accard. Bien forcément, c'est une superbe aventure et une aventure surtout qui continue. Donc prochain match, ce sera donc du côté du stade Bonal, qui sera, j'espère, à l'occasion bien remplie. Oui, Fred, tu voulais me dire quelque chose? Oui, à propos des efforts, avant le match contre Rennes en Coupe de France, ils ont un match de championnat vendredi à 18h30 contre le leader de leur groupe de National 2, le CS Sedan-Ardennes. C'est ça, un match qui a été avancé car il avait lieu ce samedi normalement. Alors, je peux donner le résultat du week-end de l'ASM Belfort puisqu'ils ont joué en match en retard du Oui, championnat. vas-y, donne-le maintenant. Où ils sont déplacés en Alsace du côté d'Agno. Ils se sont taquinés à but à 0. Au classement, les Belfortais sont 9e avec 18 points. Et bien comme ça c'est fait, on a donné. Je donnerai le National 3, mais tout à l'heure en même temps que oui, les on autres donnera résultats. tout à l'heure. Alors, le tirage au sort des quarts de finale de cette Coupe de France, comme je le disais. Donc, le 12 février à 18h30, on retrouvera Dijon qui sera opposé au Paris Saint-Germain. À 21h05, ce 12 février, il y aura l'Olympique lyonnais face à l'Olympique de Marseille. Le 13 février, à partir de 21h, Épinal recevra Saint-Étienne. Et le 11 février 2020, à 20h55, donc c'est un mardi soir, l'ASM Belfort recevra le Stade Rennais, détenteur de cette Coupe de France. Vous savez qu'ils avaient battu la saison dernière le Paris Saint-Germain. Eh bien, les Rennais viendront du côté du Stade Auguste Bonal pour défier l'ASM Belfort. Ça sera un grand moment pour les Belfortins et on espère que ce stade Bonal sera bien rempli pour les supporter et les encourager car ils en auront encore besoin. Tout est possible, c'est un match de Coupe de France et on espère bien évidemment que le parcours continuera pour cette équipe de l'ASM Belfort. On va refermer cette page Coupe de France et maintenant on va s'intéresser au championnat de France, c'est-à-dire à la Ligue 1 et bien sûr on envoie le jingle qui va bien. On file direction la Ligue 1 et direction cette 22e journée qui commençait ce vendredi 31 janvier à 20h45. Le Stade Rennais recevait le FC Nantes. Tout commence bien pour Nantes avec ce but de Da Silva à la 47e minute de jeu contre son camp. Le défenseur central de Rennes ouvre le score pour cette équipe de Nantes. Ensuite, c'est Rafinha, 71e minute de jeu, qui va justement égaliser pour cette équipe de Rennes, un but partout. Ensuite, c'est Moses Simon, 80e, qui redonne l'avantage à cette équipe de Nantes, 2-1. Et ensuite, c'est le festival Bourigeaud, 90e et Rafinha également 90e. En l'espace de même pas une minute, les Rennais ont complètement renversé cette équipe de Nantes pour finalement s'imposer 3-2. On va écouter la réaction justement de Bourigeaud qui revient sur ce match fou avec justement Lavar, avec ce but qui a mis longtemps pour être accordé. Également Christian Gourcuff qui parle d'un scénario incroyable, mais on aurait dû plus maîtriser selon l'entraîneur de cette équipe de Nantes. Je vous propose de les écouter tous les deux. C'était un peu euphorique. Voilà, on est mené 2-1 dans le temps additionnel, on arrive à revenir au score.
encore mieux à marquer le but de la victoire. Vous marquez l'égalisation, c'est déjà pas mal. Ouais. Non, mais c'est un travail collectif. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait preuve de caractère. C'est un état d'esprit qui nous anime depuis un certain temps maintenant. On a à cœur de tout donner chaque match et de tout faire pour remporter les matchs les uns après les autres. Et puis, voilà le caractère, l'état d'esprit qui se dégage et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Vous étiez certain de rester sur le podium quoi qu'il arrive à la fin du week-end, sauf qu'avec une défaite c'était un peu plus compliqué, que là il y a ces 3 points supplémentaires, vous mettez même la pression carrément sur les Marseillais. Ouais, on avait à cœur de remporter ce derby parce que voilà, pour nos supporters déjà, pour nous aussi. Et puis voilà, on voulait marquer le coup aussi et enchaîner justement parce qu'on va avoir un déplacement qui sera pas simple à Lille et on avait à cœur de prendre les 3 points chez nous. Et puis un dernier mot à propos justement de la décision de la VAR. Nous on voit comment ça se passe quand on regarde le match soit à la télé, soit dans le stade. Quand il y a des décisions qui prennent du temps et que finalement ça change complètement la partie. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu? Comme si c'était un but en direct, d'une certaine manière, vous avez marqué 2 fois ce 3e but ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est assez stressant de savoir s'il va y avoir but ou pas. Voilà, aujourd'hui ça a bien marché pour nous et puis ouais, comme tu l'as dit, on l'a célébré 2 fois, mais la deuxième fois c'était la meilleure parce que ça voulait dire qu'on passait devant au score et que on prenait une belle option pour remporter ce match. Oh non, 40 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Maintenant, bon, la vie continue, hein, c'est pas, voilà, c'est du foot. Il y a un autre match après qui nous attend mardi. Voilà, faut digérer ça, ça va être difficile, mais voilà, ça reste du foot. Oui, scénario incroyable. Après, il y a aussi des raisons. Hein, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On avait le match en main, on avait la possibilité même de faire la différence. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a une fin de match où on est éprouvé et physiquement, et on a dû faire des changements aussi avec un secteur défensif qui était déjà décimé, donc ça nous a certainement fragilisé. Mais enfin, c'est pas normal, évidemment. C'est pas normal cette fin de match qu'on doit maîtriser. Une fin de match qu'on doit maîtriser pour l'entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, mais ils n'ont pas maîtrisé les Nantais, ils perdent 3 points. On va maintenant s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce samedi 1er février avec à 17h30 un match avancé. Le Paris Saint-Germain recevait Montpellier qui s'est fait sortir justement dans la semaine en Coupe de France, comme on l'a dit juste précédemment, par cette équipe de l'ASM Belfort. Les Montpelliérains avaient peut-être engendré un petit peu de fatigue. Il y avait eu des déclarations aussi dans la semaine d'Andy Delors qui ont sans doute rajouté encore plus de motivation si cette équipe du Paris Saint-Germain en avait bien besoin. Eh bien, les Parisiens ont infligé une sévère défaite à cette équipe de Montpellier, 5-0. Et ça commence dès la 8e minute de jeu par Pablo Sarabia. Ensuite, c'est Angel Di Maria, 41e minute de jeu. Et Kylian Mbappé également, 57e. Et Lewin Kurzawa, 65e. Et puis, ça s'est terminé justement 5-0 dans cette partie. On va écouter les réactions de Thomas Tourelle qui lui dit on n'a pas concédé d'occasion à l'adversaire. Et il explique, vous allez voir aussi sa tactique. En tout cas, ils ont bien observé cette équipe de Montpellier à la vidéo. Et Michel Derzakarian qui revient sur le fait que à 10, c'est déjà compliqué. Alors à 9, ça l'est encore beaucoup plus. Et puis on reparlera aussi de ce qui s'est passé avec Thomas Tourelle. Justement, quand Kylian Mbappé est sorti, vous allez voir, l'attaquant parisien n'était vraiment pas content. Et on en reparle juste après avoir entendu Thomas Tourelle et Michel Derzakarian. Je suis très content et très heureux qu'on a gagné encore. On a gagné 5-0, sans but encaissé, sans occasion pour l'adversaire, parce qu'on a fermé des espaces très disciplinés. Pour contrôler des contre-attaques, on a trouvé des espaces très fluides pour créer occasion offensivement et c'était possible de marquer 5 buts, peut-être aussi un peu plus. C'est jamais facile, c'est Montpellier, ils ont encaissé 5 buts pendant 8 matchs et maintenant ils jouent ici et on gagne 5-0. C'est une équipe qui laisse le moins possible d'occasions pour l'adversaire. Et pour ça, on a montré encore la mentalité pour gagner. Et
C'était bien. C'était aussi la décision parce que Mauro, il a beaucoup joué pendant les derniers matchs. Et Pablo, il est un gaucher. Et on a décidé pour commencer avec Kylian et Pablo, avec un gaucher et droitier, parce qu'on a vu qu'il joue toujours avec les 3 défenseurs centrales. Et pour ça, c'était une possibilité avec des petites cours dans les surfaces, peut-être de créer des occasions un peu plus fluides avec un gaucher et un droitier. Non, ça fait un moment qu'on joue comme ça. On a voulu. Ça change rien. Hein. On était trois au milieu, quoi qu'il arrive. Après le triangle, il est inversé, mais après, déjà que c'est compliqué de jouer contre Paris à 10 contre 10 dans le champ, quand tu fais une erreur comme ça, de gamin, d'appréciation. Voilà, derrière, à 10 contre 11, c'est très compliqué. Bonsoir Michel. Est-ce que le match, ils l'ont pas joué un peu dans les têtes avant, après les déclarations des uns et des autres? Ils sont rentrés un peu nerveux, non, les tiens? Non, ça n'a pas donné... Déclaration de quoi? Par rapport à Delors, ce qu'il a laissé passer. Il n'y a que Delors qui a fait son article. Oui, mais est-ce que ça n'a pas mis un peu plus de pression aux joueurs? Je crois pas, non. Je pense pas. C'est une faute d'appréciation dans sa sortie. Voilà. Vito, il est à la lutte avec lui. S'il sort, il doit être le premier. Il n'est pas le premier. Non, ce qui a nuit, c'est que c'est déjà compliqué, je vous l'ai dit, de jouer à 10 contre 10 dans le champ avec eux. Il y a tellement de qualité. À 9 contre 10, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué pour nous. On a essayé de tenir le ballon, de tenir mieux le ballon, mais bon, c'était très difficile de sortir les ballons, de se créer des situations. On a une frappe en toute fin de match. Voilà, c'est tout. C'est tout, oui. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour cette équipe de Montpellier qui a subi un lourd revers. Mais c'est vrai que c'est déjà compliqué, comme le soulignait. Déjà 11 contre 11, c'est compliqué. Alors 9 contre 11, c'est encore beaucoup plus difficile de contrer cette équipe parisienne. Et vous allez aussi voir ce fait de jeu avec Kylian Mbappé, dont l'entraîneur Thomas Tuchel le fait sortir. Et Kylian Mbappé ne le prend pas bien et fait la tête. Il est resté quelques minutes le long du banc de touche de cette équipe parisienne à discuter avec l'entraîneur Thomas Tuchel. Mais c'est pas forcément bien parce que quand l'entraîneur décide de sortir un joueur, il faut accepter ça. C'est sûr que forcément ce sont des compétiteurs, donc forcément on a envie de rester sur le terrain. Mais après c'est l'entraîneur qui décide et vous allez voir ce que dit Thomas Tuchel. C'est moi, je suis l'entraîneur, c'est moi qui décide. Moi, oui, je suis l'entraîneur. Quelqu'un doit décider qui sort et qui rentre, et c'est moi. Et il est très intelligent, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il n'aime pas de sortir, aucun joueur aime de sortir. Et ce ne sont pas des images bien, mais à l'autre côté, c'est aussi, nous ne sommes pas les seuls clubs qui ont cette réaction des joueurs. J'ai vu aussi aujourd'hui à Dortmund, j'ai vu déjà à Liverpool, j'ai vu déjà à Man City, j'ai vu avec presque chaque je regarde beaucoup de foot et j'ai vu beaucoup de fois des réactions comme ça. C'est pas bien parce que ça ouvre une discussion, ça ouvre des sujets c'est une distraction de notre esprit parce que cette équipe-là, elle monte tous ensemble avec Kylian, il monte toujours chaque jour un état d'esprit très professionnel, très concentré. Et ce sujet-là, ça donne toujours un peu l'impression que c'est pas comme ça, et c'est dommage. Pour moi, je suis pas en colère. Pour moi, je suis triste de cette chose-là parce que c'est pas nécessaire. Mais c'est la situation et j'ai lui expliqué pourquoi on a fait ça et on joue encore et ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Je vais décider toujours des choses sportivement. Et on ne joue pas du tennis, on joue du foot. Et pour ça, on doit avoir respect pour tout le monde. Et voilà. Exactement, il faut avoir du respect pour tout le monde. Et si l'entraîneur décide de faire sortir un joueur, eh bien, le joueur doit sortir. Il va falloir que Kylian Mbappé
apprennent également à faire. Voilà, il y a d'autres joueurs qui sont sur le banc, qui ont envie aussi, eux, de participer justement aux rencontres et de jouer. Donc, quand l'entraîneur sort un joueur, il faut accepter ça. Direction, justement, Angers cette fois-ci, où on va suivre cette équipe angevine de Stéphane Moulin qui recevait cette équipe de Reims. Ça ne va pas bien se passer pour l'équipe d'Angers. Malgré un premier but à la 7e minute de jeu de Rachid Alioui pour cette équipe d'Angers qui mène 1-0. Ensuite, 38e minute de jeu, un penalty. Cette équipe de Reims revient dans le coup. Et c'est finalement Abdelhamid, 62e. Alors le penalty, c'est justement un jeune joueur qui va le tirer. On en reparlera juste après. C'est El Bilal Touré qui marque ce penalty. Ensuite, c'est Abdelhamid, 62e minute de jeu, qui justement marque lui également. Santa Maria va marquer contre son camp en 74e minute de jeu, ça fait déjà 3-1. Et finalement, Boulaye Dia, l'ex-joueur de Jura Sud Foot, 75e minute de jeu, qui parachève le succès rémois, 4-1 dans cette partie. On va écouter la réaction de l'entraîneur Stéphane Moulin. Vous allez voir, il est très agacé parce qu'on lui parle de 3 matchs sans victoire. Mais du côté d'Angers, il n'y a pas péril en la demeure. Le club joue d'abord le maintien. Et David Guillon, il revient justement sur le jeune joueur El Bilal Touré qui justement a tiré ce penalty et surtout, il l'a marqué. On est Angers, on n'est pas le Paris Saint-Germain, on n'est pas un Européen, aujourd'hui on était 9e, ça va quoi. D'accord, il faut se calmer un petit peu avec nous. On n'a jamais annoncé d'autres ambitions que le maintien, j'y reviens. Donc je pense qu'à 3 matchs sans victoire à Angers, on a l'habitude. Hein. D'accord, donc faut y aller mollo quoi, ok ? Fraîcheur devant, et c'est vrai que voilà, c'est un gamin qui est arrivé au mois de janvier. Il a juste fait 5 entraînements avec nous, mais j'avais besoin de son insouciance, voilà, et on l'a bien vu sur le penalty parce que il faut avoir quand même du courage pour prendre le ballon et puis le tirer, parce que c'était Younis Abdelhamid qui était le tireur, et voilà, il était totalement convaincu, donc on l'a laissé et voilà, il a marqué. Et c'est faire preuve de personnalité, donc c'est vrai que voilà, pour lui c'est une première réussite, il va s'en souvenir. Et oui, c'est une première réussite pour El Bilal Touré, ce jeune joueur. Oui, il faut avoir du charisme aussi également pour aller tirer les pénaltys. Et ça relève en tout cas un très très bon état d'esprit de ce jeune joueur. Et en plus, il a transformé cette offrande. Direction Strasbourg, cette fois-ci Strasbourg qui recevait Lille. Lille sortie face à Épinal 2-1 en Coupe de France et qui devait absolument se racheter. C'est chose faite pour les hommes de Christophe Galtier. Pourtant, c'est Adrien Thomasson, le Strasbourgeois, qui va ouvrir la marque dès la 12e minute de jeu. Ensuite, c'est Gabriel qui va égaliser 65e minute de jeu avant que sur pénalty, la 80e, Osimhen n'offre la victoire à cette équipe de Lille 2-1. Je vous propose d'écouter la réaction de Thierry Lauré, qui revient sur le fait que l'équipe de Lille leur imposait beaucoup de problèmes. Et Christophe Galtier, on fera les comptes après le troisième match, parce que vous savez qu'il y a une journée, on en reparlera à la fin de la Ligue 1, de cette journée de Ligue 1, il y a une journée cette semaine, et puis également le week-end prochain. Donc Christophe Galtier a dit on fera les comptes à la fin. On les écoute. Donc sur ce match, on n'a pas été suffisamment vigilant, notamment défensivement, pour contrecarrer cette équipe qui, encore une fois, je le répète, était très dynamique ce soir et nous a posé des problèmes quand même. Donc ils n'ont pas été excessivement dangereux, mais ils ont été efficaces surtout. Ça c'est une grande qualité chez eux. Et en étant, encore une fois, avec cette vivacité, cette capacité à se faire des passes correctes, ils nous ont posé quand même pas mal de problèmes. Voilà. Vous savez, on va voir dans la continuité. On a su réagir ce soir après une grosse déconvenue en Coupe de France. Et voilà, on a su réagir, mais voilà, c'est une semaine à 3 matchs. Et comme j'ai dit avant le match, sachant pas ce qui allait se passer, on fera le point vendredi soir après Angers, savoir comment on est, parce que les semaines à 3 matchs, c'est toujours des semaines où il peut y avoir des ascenseurs émotionnels, il peut y avoir du pessimisme au départ et puis à la sortie de l'euphorie. Voilà, ce soir on est dans la joie, la satisfaction, c'est important pour la confiance de gagner à l'extérieur.
je ne rate pas le classement parce que c'est tellement serré qu'on n'a pas besoin de regarder le classement. Voilà, il faut enchaîner une dynamique. J'espère qu'on le fera à domicile contre Rennes mardi. Contre Rennes ce mardi. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez nous écouter sur la 99.5 ou Radio Shalom Besançon, parce qu'il n'y a pas l'SCD.com. Et vous pouvez nous regarder également sur le Facebook Live. Vous allez sur mon compte Frédéric Chevassu et puis vous avez en direct ou sur la page Soyons Sport sur Facebook. Et puis vous avez en direct l'émission et vous pouvez interréagir si vous avez des questions à poser, si vous voulez justement quelques explications, si vous voulez nous donner votre opinion puis que vous n'osez pas appeler, vous pouvez toujours le faire via cette page Facebook et puis également nous appeler en direct au 03 81 50 67 51. Et puis, si jamais vous avez des problèmes de communication, eh bien, on vous rappellera en nous laissant un numéro. On continue cette 22e journée de Ligue 1 avec Amiens-Toulouse, deux équipes en bas de classement, 18e et 20e, donc dans les trois derniers. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout. Et on va entendre la réaction de Lucas Elsner qui lui revient sur la banderole que les supporters d'Amiens ont déployée dans le stade avec marqué, vous savez bien, quand les clubs ont du mal et sont dans les dernières positions, Lucas Elsner démission. Il dit simplement l'entraîneur d'Amiens, je vais assumer, et il revient justement sur cette banderole. Et également Denis Zanko, lui, qui voit des signes positifs dans ce match nul face à cette équipe d'Amiens. On les écoute. Je ne crois pas qu'elle soit désobligeante. Je crois qu'elle reflète une peur tout simplement de tout le monde, de la situation dans laquelle on est, et qu'elle est logique, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement, et dans un sens assez profond, je les comprends. Je pense que c'est une manière d'exprimer que cette série négative que l'on vit, elle n'est pas suffisante, et qu'il faudra trouver les ressources pour faire plus. Je suis loin de fuir mes responsabilités, mais ce cri-là, il doit nous donner à tous l'énergie supplémentaire pour gagner ce genre de match comme on l'a eu ce soir. Vous connaissez tous la situation dans laquelle nous sommes, la spirale dans laquelle nous sommes depuis un certain nombre de semaines, voire de mois. Donc aujourd'hui, être capable dans un match vraiment en jeu, avec une grosse pression, être capable de ramener quelque chose sans prendre de but, ce qui n'était pas arrivé à l'équipe depuis très longtemps, sont des indicateurs plutôt positifs. Maintenant, dans la situation qui est la nôtre aussi, il faudra faire nettement mieux pour continuer à avancer dans le classement. Mais moi, je suis à la recherche de tous les éléments positifs, toutes les ondes positives pour que les joueurs y croient. Et on doit être capable de s'appuyer sur ce genre de résultats pour avancer. On avait, me semble-t-il, posé certaines bases à Lyon dans un match compliqué. Et ce soir, on est peut-être venu récolter quelques fruits de ce qu'on met en place depuis quelques semaines. Donc, c'est pas un résultat exceptionnel, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, j'ai envie de dire, on va s'en contenter. On va s'en contenter, comme le dit Denis Zanko. Direction, on va revenir un petit peu par ici, direction Dijon, le DFCO qui marche bien depuis quelques semaines et qui recevait l'équipe du stade brestois promu cette saison. Et ça s'est bien passé pour les hommes de justement Stéphane Jobard qui s'impose 3-0, un but de Baldé dès la 3e minute de jeu. Il ne fallait pas être en retard du côté du stade de Gaston Gérard. Et ensuite Baldé qui récidive à la 20e minute de jeu. Et c'est finalement Mavididi qui justement clôt cette victoire face à cette équipe de Brest à la 77e minute de jeu. La réaction de Stéphane Jobard, il dit simplement c'est une victoire importante car elle nous permet de maintenir l'écart avec les équipes qui sont derrière nous. Nous en sommes à 9 matchs à domicile sans défaite. J'ai envie que cela devienne une marque de fabrique et que cela ait un impact psychologique sur nos adversaires. L'équipe a très bien entamé le match en marquant très vite en menant 2-0 à la mi-temps. Elle a fait 45 grosses premières minutes. Cela a été un peu plus compliqué ensuite car Brest est une équipe qui a des qualités. On a rendu une bonne copie avec des attaquants qui sont récompensés de tous leurs efforts. Il faudra faire encore de grosses performances à Nîmes mercredi et contre Nantes samedi prochain. J'avais dit en début d'année qu'il faudrait gagner 5 de nos 10 derniers matchs à domicile pour nous rapprocher du maintien. On en est à 2.
il faut continuer. Et on va écouter la réaction d'Aloglio, Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Brest, et Romain Perraud, qui le joueur, c'est une colère froide pour Olivier Dalloglio, et Romain Perraud, lui, est désolé pour les supporters du stade brestois qui sont là souvent en déplacement. Ouais, c'est vrai qu'à l'extérieur, on a du mal. On a beaucoup de mal tout simplement à mettre des contenus intéressants. Et ce soir, je pense que on va avoir honte parce qu'on a fait une première mi-temps inacceptable. On a manqué de tout simplement. Notamment, je trouve qu'on a triché. Voilà, donc c'est ça, j'ai juste une pensée pour nos supporters qui sont venus et qui sont déplacés. Je voudrais les remercier parce que ils nous supportent partout et on leur a pas rendu ce soir malheureusement. Non, c'est vrai que ce soir c'est dur. Après, bon, je pense que même à 2-0, le match n'est pas fini. Je pense que si on met ce but du 2-1, c'est pas la même chose. Maintenant, voilà, Dijon a été très efficace. Nous, on a été moins. Mais je pense que là, de toute façon, il n'y a pas photo ce soir. La victoire est amplement méritée pour les Dijonnais. Et puis voilà, je pense qu'il ce qui est bien, c'est qu'on a un match mercredi. Donc ça va nous éviter de gamberger rapidement. Et on va pouvoir vite se reconcentrer sur notre objectif qui est le maintien. Je suis vraiment en colère par rapport à ce que je vois. Parce que bon, perdre face à une équipe qui nous est supérieure, il n'y a pas de souci. On est capable d'accepter ça. Mais donner une première mi-temps, ça m'ennuie vraiment, quoi. Donc c'est une colère froide, mais c'est pas la première fois. Et par contre là sur ce côté-là, on n'apprend pas vite. Il est très en colère, Olivier Dalloglio, et c'était l'anniversaire de Florent Balmont qui a 40 ans maintenant et qui est toujours sur les terrains. Et on va l'écouter. On lui souhaite un très bon anniversaire. Quoi de disputer un dernier match de trentenaire ce soir? Je sais pas, ça va être dans peu de temps. C'est sûr que je n'aurais pas cru de jouer jusqu'à 40, donc ça va être sympathique demain de fêter ça en famille avec les amis, mais en plus avec une victoire, donc c'est toujours plaisant. Vous faites partie du cercle très 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 fermé des quarantenaires de la Ligue 1 maintenant. Ouais, c'est ce qu'on va dire. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. J'aurais pas cru quand j'ai signé pro en 2002, donc ça remonte. Mais je prends toujours autant de plaisir. Alors je sais que là c'est ma dernière année. J'arrête en fin de saison. Mais voilà, je profite au maximum aux entraînements, quand je fais des rentrées en jeu, quand je joue. Voilà, je prends du plaisir parce que je sais que là c'est bon, dans ma tête c'est clair et net. Et voilà, je profite vraiment au maximum. C'est sûr que c'est une chance aussi inouïe de pouvoir jouer en Ligue 1 à 40 ans. Et j'ai la chance de le faire, donc j'en profite. On vous souhaite un bon anniversaire, Flo. Ouais, c'est gentil, merci, et on va profiter. On va profiter, bien sûr, et puis on lui souhaite un très bon anniversaire à Florent Balmont. Direction Nîmes, cette fois-ci. Nîmes qui se bat justement pour sortir de cette zone rouge et qui recevait Monaco. Victoire des Nîmois, des Crocodiles Nîmois, 3-1. Des buts. Pourtant, c'est l'ouverture du score, c'est Monaco avec Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de Ligue 1, 13e minute de jeu. Ensuite, c'est Florian Miguel, 25e minute de jeu. Romain Philippotto qui met un superbe but, 62e. Et Pablo Martinez, 79e. Et c'est Nîmes qui remporte un succès ô combien important dans la lutte pour le maintien. Et on va écouter Romain Philippotto, il nous raconte son superbe but. Et Robert Moreno, l'entraîneur de Monaco. Malgré la défaite, il reste fier de ses joueurs. Vous allez l'entendre. Le coach m'a dit d'aller plus provoquer, donc du coup j'ai tenté ma chance, je suis rentré intérieur, j'ai fait 2 feintes de frappe et j'ai eu la chance d'aller trouver la lucarne, donc je suis content. Ça nous a fait du bien ce 2-1, ça nous a permis d'être plus serein et de gérer mieux la fin de match. Je suis fier de mes joueurs parce que je pense que jusqu'à la double expulsion on a fait bien. On doit travailler cette situation de but. Mais je pense qu'on a contrôlé et on a fait tout ce qu'on a préparé pour attaquer Nîmes. Mais après les doubles expulsions, j'ai encore suis fier de mes joueurs parce qu'on a eu 3 chances pour faire un but. C'est beaucoup difficile, très difficile, excusez-moi, très difficile d'être beaucoup de minutes avec 2 mois. Mais on a fait une bonne défense. Et c'est ça, c'est difficile ces moments
parler de les matchs parce que quand tu as 2 mois et un autre match, mais on a fait bien. Et 5 minutes avec 2 mois. Bravo à Robert Moreno, car son français s'améliore de semaine en semaine et d'ici peu il pourra parler parfaitement bien, parce qu'on sait que la langue française n'est pas toujours simple à apprendre. En tous les cas, il fait de gros efforts, l'entraîneur de cette équipe de Monaco. On passe cette fois-ci aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche, avec tout d'abord Nice qui recevait Lyon. Et ce sont les Niçois qui vont justement s'imposer dans cette partie 2-1. Un doublé signé Kasper Dolberg, 33e et 63e minute de jeu. Karl Toko Ekambi, qui avait déjà marqué la semaine dernière, a marqué également pour cette équipe de Lyon. C'était le but égalisateur, mais finalement, les Lyonnais se sont inclinés dans cette partie. On va écouter les réactions de l'équipe de Nice. Tout d'abord avec Patrick Vieira, Malang Sarr dans l'ordre, Pierre-Lys Melou, le milieu de terrain offensif de cette équipe de Nice. Patrick Vieira dit simplement on est épuisé mais content d'avoir gagné cette rencontre. Et Karl Toko Ekambi, lui, il dit simplement il ne faut pas tout jeter ce qu'il y a eu dans cette rencontre. Il y a 40 matchs cette saison et ça va être, bien sûr, on ne peut pas gagner tous les matchs. C'est ce qu'a indiqué l'attaquant, le nouvel attaquant de cette équipe de Lyon, passé par le FC Sochaux Montbéliard. C'était un grand match et c'est vrai qu'on sort de ce match-là épuisé. Mais je suis vraiment très content qu'on ait gagné ce match parce que les joueurs ont tout donné sur le terrain et ils ont vraiment été récompensés des efforts qu'ils ont fournis cet après-midi. On avait à cœur de laver l'affront parce qu'on avait des regrets après le match de cette semaine et voilà, on est content d'avoir gagné ce match-là parce que c'était clairement l'objectif. Ce qui m'a vraiment plu, c'est la solidarité qu'on a montrée sur le terrain. On a eu des moments compliqués, des moments difficiles, mais les joueurs ont fait front, les supporters ont été extraordinaires parce qu'ils ont ressenti qu'on était un peu dans la difficulté, qu'on était un peu dans le dur et là ils ont été derrière nous et ça nous a permis de nous surpasser. C'était un match avec beaucoup de turbulences, tu vois, comme dans un avion. Où tu passes un peu par toutes les émotions, où tu te dis 1-0 avec un rouge, tu te dis normalement on gère le match. Après on prend ce but bête et ce rouge encore plus bête. Où tu te dis là ça va être compliqué et au final on a eu les tripes, on allait le chercher tous ensemble. Je pense qu'on s'est tous mis le cul par terre là, sans exception. Et tu vois ça fait encore plus plaisir de faire des victoires comme ça. De jeu il y avait un espèce de faux rythme. Après je pense que c'est dû à la fatigue des deux équipes. Et voilà, on aurait dû quand même su maîtriser notre sujet et repartir avec quelque chose d'ici. Quand on est revenu en deuxième mi-temps, on avait moins de jus et ça s'est un petit peu vu. Et voilà, on n'a pas su faire les choses pour revenir au score, mais bon après voilà. On a un match qui nous attend mercredi, donc on va vite se remettre en selle. Non, après c'est pas un coup d'arrêt, on sait très bien qu'on peut pas gagner 40 matchs sur 40 matchs. Voilà, on a une défaite ce soir. Faut pas tout remettre en question, il va falloir s'améliorer, voir ce qui n'a pas été et reprendre les 3 points à Amiens à domicile. Ouais, c'est parti remise, on n'est pas distancé, voilà. On sait très bien qu'on va faire le maximum pour prendre les 3 points mercredi à domicile. Et on va vite passer à autre chose. Non, il n'y a pas de nervosité, je pense que c'est juste des faits de jeu, ça arrive de temps en temps. Voilà, après, je pense qu'à un moment c'était en notre faveur, on n'a pas su prendre les choses en main. C'était Karl Toko Ekambi qui justement aura l'occasion, de cette équipe de Lyon recevant Amiens ce mercredi à 19h. On en reparlera tout à l'heure. Direction le stade Saint-Symphorien du côté du FC Metz qui recevait l'AS Saint-Étienne. Belle victoire des Messins, 3-1, des buts signés Opa Nguet, 44e minute de jeu et qui va s'offrir un doublé à la 70e. Et Habib Diallo dans l'intervalle, 63e minute de jeu, avait marqué justement 3-0. Metz mène 3-0 avant que Romain Amouma, l'ex-Bisontin, 89e minute de jeu, ne réduise le score pour cette équipe de Saint-Étienne. Mais c'est déjà trop tard, les Messins vont s'imposer dans cette partie. D'ailleurs, on va écoutez la réaction de Fabien Santon, ce qui lui dit on est bien rentré dans cette partie, le Messin. Et Johan Cabaye, ils ont été réalistes. 3 occasions, 3 buts pour cette équipe de Metz. C'est ce que dit justement le milieu de terrain de cette équipe de Saint-Étienne. Avec Fabien Santon, vous avez bien maîtrisé l'affaire aujourd'hui, Fabien. Oui, on a bien maîtrisé le match. Ça a été un bon match. Après, on est quand même rentré timidement dans le match parce qu'on a concédé pas mal de coups de pied arrêtés qui auraient pu nous mettre en danger. Mais bon, nous, on a été efficace sur l'une de nos premières actions.
Donc voilà, quand on est efficace, il n'y a pas de secret, on se met à l'abri et puis après tout s'enchaîne correctement. Ouais, le score est lourd. Ils ont eu, je pense, comparé à nous, beaucoup de réussite offensive. Voilà, ce qui fait qu'ils ont réussi à marquer 3 buts, je pense, sur leurs 3 grosses occasions. Voilà, c'est une journée sans pour nous. Maintenant, il faut vite se remettre au travail. Il y a un match mercredi. Et voilà, pour repartir sur le bon chemin. Mais c'est vrai que ce soir, c'était insuffisant. Je sais pas. C'est trouver les explications. Aujourd'hui, là, maintenant, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, on est tombé sur comme j'ai dit, une équipe de Metz très réaliste, très solide défensivement aussi. Et on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. Je pense que juste avant de prendre le but, on a une belle occasion aussi. Voilà, maintenant comme j'ai dit, on a la chance de pouvoir rejouer dès mercredi et montrer un autre visage. On retrouvait de la confiance, on retrouvait une certaine solidité. C'est vrai que de perdre des matchs comme ça, ça fait mal. Et voilà, maintenant, j'espère qu'on aura assez de caractère pour démontrer autre chose mercredi. On sent un petit peu abattu le milieu de terrain stéphanois, mais ils auront une rencontre, comme il l'a indiqué, ce mercredi pour pouvoir se reprendre. Dernière rencontre, le grand format de cette 22e journée. C'est un classique du championnat avec Bordeaux qui recevait l'Olympique de Marseille. 0-0 dans cette partie, mais en préambule de cette partie, il y avait Marius Trésor qui part à la retraite. Et puis le stade justement de cette équipe, le Matmut, c'est bien ça, hein, le Matmut, Fred? Oui, Matmut, oui. Le Matmut Arena, c'est ça? Attends, je vais regarder. Non, c'est le Matmut de cette équipe de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux avec Marius Trésor. Sur la Matmut peut-être aussi. Comment? Elle assure la Matmut aussi. Hein. Elle assure la Matmut. Là, tu as fait de la pub, là, maintenant je vais être obligé de tous les faire. On va justement... Marius Trésor, est-ce que tu connais Marius Trésor, Fred? Moi, de nom, mais... Comment ça, de nom? Tu connais pas? J'ai entendu parler, oui, bien sûr. Je ne connais pas physiquement, hein, bien sûr. Oui, Marius Trésor. Grande internationale de l'équipe de France dans les années 70-80. Ta maman doit connaître, puisqu'elle est supportrice sûr, de l'Olympique de Marseille. Voilà, il a joué déjà à l'AC Ajaccio, de 69 à 72. C'est là où il a été repéré. 102 matchs, 2 buts. Et ensuite, en 72 jusqu'en 1980, il était du côté de l'Olympique de Marseille. 298 matchs pour 12 buts. Et également de 80 à 84, il était du côté des Girondins de Bordeaux. 116 matchs pour 5 buts. De 71 à 80. De la Coupe du Monde 82 aussi. Exactement. De 71 à 83, équipe de France, 65 matchs pour 4 buts. C'était un défenseur central, un grand nom de cette équipe de France. Il avait marqué dans les prolongations contre l'Allemagne en plus. Exactement. Eh bien, le stade de Bordeaux lui a réservé un vibrant hommage. Parce qu'on va honorer une légende à vivre du football français. On a entendu tout à l'heure dans l'écran géant du stade Lilian Thuram en personne, le plus capé des joueurs français, dire « Marius, je n'ai qu'une idole, je n'ai qu'une photo dans mon bureau, c'est la tienne, celle de Marius Trésor, qui a fêté au mois de janvier ses 70 ans vives et qui, après 40 ans de bons et loyaux services avec les Girondins de Bordeaux, part à la retraite. Tous ses anciens coéquipiers ont tenu à être là ce soir. Et puis les joueurs de l'OM et de Bordeaux qui l'honorent parce qu'il a porté évidemment ces 2 maillots, lui originaire de Sainte-Anne en Guadeloupe, et qui ensuite a porté le maillot d'Ajaccio, le maillot de l'OM. Il a gagné la Coupe de France avec l'OM, et puis le maillot évidemment des Girondins de Bordeaux, d'Aimé Jacquet, avec qui il a été champion de France. On est des privilégiés à vivre, on est des privilégiés d'avoir un micro dans les mains un soir où il faut rendre hommage à Marius Trésor. On fait un métier formidable, on croise des gens extraordinaires. On a eu la chance, par exemple, de partager l'intimité d'hommes comme Aimé Jacquet, comme Reynaldo Noyes, des grandes personnes du football. Et bien cet homme-là, Marius Trésor, on n'est qu'une autre, et c'est un vrai plaisir d'honorer celui qui nous a tous fait vibrer un soir de Coupe du Monde à Séville en 1982, mais qui au-delà de ça a été un immense joueur de foot à vivre. Oui, et puis un grand monsieur pour l'avoir côtoyé au bord des terrains lorsqu'il était dans le staff de Bordeaux avec l'Olympique de Marseille. C'était un immense monsieur qui a marqué son temps. J'avais 6 ans, 5 ans en 82, et rappelez-vous de cette magnifique reprise de volée.
Et oui, un grand monsieur du football français. Et 0-0, comme je vous le disais, dans cette partie entre Bordeaux et l'Olympique de Marseille. On va écouter la réaction de Benoît Costil, où il y a un but a été refusé à cette équipe bordelaise. Vous allez voir, il en parle justement, Benoît Costil, de la VAR, avec ce but non accordé. 5 minutes pour décider, c'est long. Voilà ce que dit le gardien de cette équipe de Bordeaux. Et André Villas-Boas, il revient sur justement le gardien Mandanda qui fait 2 gros arrêts. Et vous allez entendre aussi, il recadre un journaliste. C'est un match qu'on a pris par le bon bout. On a mis une bonne intensité. Dès que l'adversaire reculait, nous on avançait, donc ça c'était bien, on n'a pas subi. On a réussi à les faire courir vers leur but, notamment sur les actions de Nico. Quelques occasions en première mi-temps, et puis ça reste un match, même si c'est un 0-0, que les gens aiment avec les buts et tout, mais pour nous ça reste quand même un match consistant face à une grosse équipe, parce que jusqu'à présent, toutes les grosses équipes on a perdu. Donc voilà, je pense que c'est un match qu'on aurait pu gagner, c'était l'objectif. Un but refusé un peu sévèrement quand même, je pense que même dans le bus, devant la télé, là au VAR, ils ne savent pas quelle décision prendre, parce que si ça met 5 minutes, c'est que même eux ils sont certains de rien. Maintenant voilà, on n'en veut pas du tout à Monsieur Buquet, parce que comme il me dit maintenant il faut siffler on siffle toutes les mains, mais bon. Même s'ils mettent 5 minutes devant une télé dans un bus, c'est que même eux ils sont pas sûrs. Il a fait deux arrêts qui sont impossibles. Sur une première mi-temps et l'arrêt au deuxième mi-temps. C'est vrai que oui, cette saison il est là pour nous et il nous a tenus dans plusieurs matchs. Et encore une fois, mais de toute façon, on a eu aussi notre opportunité. Je pense que c'est pas juste que tu fais seulement une analyse comme ça, parce que Costil a fait 2 arrêts qui sont bons aussi. Et si tu mets la victoire contre Rennes, ça fait combien de points en 3 matchs? 5 sur 9. Ah. Bon, oui, ça semble pas mieux, non? Ouais, ce sont 2 façons de regarder les choses, la positive et la négative. Alors, c'est comme ça. Ça dépend du journaliste et de l'intention du journaliste. Voilà, ça dépend. Ça dépend justement du journaliste, c'est ce que disait, rappelait justement André Villas-Boas. Je vous donne le classement. En tête, le Paris Saint-Germain avec 55 points, suivi de Marseille, 43 points. 3e Rennes, 40 points. 4e Lille, 34 points. En bas de classement, on retrouve 18e Amiens, Barragis, 19 points. 20e Nîmes, 18 points. 20e Toulouse, 13 points. Et au classement des buteurs, Wissam Ben Yedder toujours en tête avec 15 buts. Kylian Mbappé, 2e avec 14 buts. Et Neymar, 3e avec 13 buts. Prochaine journée, ce mardi 4 février, début de la 23e journée à 19h, Lille-Rennes et Monaco-Angers, à 21h05, Nantes-Paris Saint-Germain. Mercredi 5 février, poursuite de cette 23e journée avec les rencontres qui auront lieu à 19h, Toulouse-Strasbourg, Olympique Lyonnais-Amiens, Montpellier-Metz, Brest-Bordeaux, Reims-Nice, Nîmes-Dijon et à 21h, Saint-Étienne-Marseille. Et le début de la 24e journée, ce vendredi 7 février, avec Angers-Lille à 20h45. On en reparlera la semaine prochaine. Eh bien, messieurs, je vous propose d'ouvrir la page Ligue 2. Vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. C'est parti pour la Ligue 2 et la page consacrée au FC Sochaux Montbéliard. Et il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire ce soir apparemment.